Salut Delphine, merci d'être là aujourd'hui pour parler d'un festival d'animation sur lequel tu travailles et aussi parler un petit peu de ton parcours, je pense, au début. Donc on pourrait peut-être commencer par ça justement avant de se focaliser sur Animation First. Qu'est-ce que tu as fait dans ta carrière? Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Bonjour Benjamin, merci de m'avoir accueilli sur ton podcast. Alors j'ai un parcours peut-être atypique. J'ai grandi en France, donc dans le Beaujolais pour être exact, et j'ai été au lycée à Lyon. Et puis pour l'université, j'ai eu la grande chance de pouvoir venir aux États-Unis pendant un an. Mes Oui. parents avaient des amis dans l'Oregon et donc je suis partie dans l'Oregon pour étudier. Et puis ben, j'ai adoré, j'ai beaucoup adoré les campus américains, l'ambiance. Portland est une très belle ville, l'Oregon un très bel état. Et j'y suis restée, j'ai fait des études d'anthropologie et de sociologie. Ok. C'était une expérience fantastique, des disciplines que je connaissais pas du tout. J'ai un bac, je crois que ça s'appelait à l'époque un bac B économie. Et l'école où j'allais, les parcours étaient en fait un parcours assez classique. En fait, les gens allaient soit faire une école de droit, soit une école de commerce. Et non, ni l'un ni l'autre me tentait vraiment. Donc Hmm. cette expérience a été une très très belle expérience et une grande, je dirais, chance en fait de pouvoir découvrir un autre monde, le milieu étudiant américain, Oui. avec évidemment ces campus classiques très grands. Voilà, c'est sa vie américaine et je crois que j'étais la seule Française. Il y avait un Suisse qui était là aussi. On était deux personnes qui parlaient le français et c'est avéré que ce Suisse était mon cousin d'ailleurs. Donc Ouais. c'était assez cool. Et puis, donc, j'ai étudié en sociologie, anthropologie. Après, j'ai voulu continuer mes études. Je suis venue, du coup, sur la côte Est, à New York. Et j'y suis depuis plus de 30 ans maintenant. Voilà. Ok. Donc, j'ai continué des études d'anthropologie, un DEA en anthropologie, une maîtrise. Et je suis restée, j'avais très envie un petit peu de continuer à vivre en New York, pas tout à fait prête de rentrer en France et j'y suis restée. Oui. Donc assez rapidement, le cinéma est quelque chose qui m'intéressait toujours énormément, mais j'ai une culture du cinéma plutôt tardive, puisque ayant grandi à la campagne, je regardais, j'allais pas beaucoup au cinéma en fait, mes Hmm. parents travaillaient beaucoup, mais par contre, comme beaucoup de gens de ma génération dans les années 80, le cinéma passait par la télé, et donc je regardais tous les grands rendez-vous du cinéma du dimanche soir, et j'ai pu évidemment comme tous les gens de ma génération et des précédentes, certainement, redécouvrir Ernst Lubitsch, John Ford. On avait un lecteur VHS, donc on avait quelques cassettes VHS, donc j'ai regardé La Grande Vadrouille en boucle pendant toute Oui. ma jeunesse. Et des cassettes de Tex Avery aussi, de Droopy. Donc, voilà. En fait, une culture de cinéma assez portée vers les États-Unis, d'ailleurs, Oui. pour le coup. C'est intéressant. Il y avait certainement beaucoup de classiques français aussi, mais voilà. Et puis, ayant fini mes études aux États-Unis, j'aimais beaucoup l'anthropologie et la sociologie. Je crois que ça permet une grande ouverture sur le monde, en fait, une grande curiosité aussi. Ça permet de nourrir une curiosité et de l'alimenter aussi, de vouloir aussi être très ouvert à ce qui se passe autour du monde, curieux de culture. Voilà, de pratiques de vie. Et donc, évidemment, New York, c'est un endroit extraordinaire pour ça, puisqu'il y a un brassage incroyable, Oui. en fait, de culture, de pratiques de vie, d'habitudes, voilà. Donc, je suis restée et je voulais, autant du possible. Alors, c'est à New York, je dois dire aussi un peu importante dans l'Oregon, mais à New York, surtout que j'ai vu beaucoup de films. J'ai pu un peu nourrir cette curiosité de cinéma. Et j'ai eu très envie de travailler dans le milieu culturel, en Hmm. fait, et de par les choses, je suis restée à New York, travailler dans surtout des institutions françaises, donc à l'ambassade de France au service culturel, qui est à New York, qui s'appelle la Ville Albertine maintenant, Oui. et de m'occuper des affaires du cinéma. Voilà. De développer un programme permettait aux universités, aux profs de français surtout, mais aussi aux profs de cinéma d'organiser des festivals de films français et francophones sur leur campus. Donc j'ai pu par là travailler avec des universités un peu de par les États-Unis et beaucoup de salles de cinéma à RSA aussi, à New York bien sûr, mais aussi de par les États-Unis et de me rendre compte qu'il y avait aux États-Unis un appétit très important pour le cinéma français
Mhm. Alors au départ, qui est un cinéma de la nouvelle vague, c'est sûr, qui est très important puisqu'il a vraiment déclenché beaucoup de départements d'études de cinéma aux États-Unis. Oui. Donc il y a une connaissance assez importante du cinéma français et de la nouvelle vague en particulier. Mais il y a aussi des programmateurs et des chercheurs aussi qui s'intéressent à toutes sortes de cinéma. Donc ça, c'était une occasion assez exceptionnelle, je dois dire, à la fois pour continuer à découvrir des films, parce que pour être programmateur, déjà, il faut vraiment être curieux et voir beaucoup de films. Mais de se rendre compte qu'il y avait un appétit très important aux États-Unis de la part des programmateurs de salles et du public aussi. Alors c'est toujours comment dire relatif, hein, évidemment. Ouais. Mais le cinéma français est quand même là. Je crois que le cinéma étranger le plus important aux États-Unis, Ok, je savais pas. de loin. Ouais. Voilà un petit peu mon parcours. Ok, et donc ensuite, comment est-ce que tu arrives à faire le programme d'un festival d'animation en particulier? Est-ce que tu as un lien particulier avec l'animation, même la façon dont c'est fabriqué, etc. Alors, je n'ai pas de lien particulier avec l'animation. Je vois beaucoup de films en général. Et de par mon expérience, alors avant de participer au lancement d'Animation Force, je suis aussi programmatrice de cinéma à l'Alliance française Mhm. depuis maintenant 10 ans. Le Animation Force existe depuis 6 ans. On lance à la 7e édition demain. Mais déjà, j'avais une expérience assez importante dans la programmation à New York, ce qui évidemment est un atout très important, parce que dans le métier de programmation, c'est important évidemment de connaître le cinéma. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent. On peut faire des études, c'est sûr. C'est aussi des choses qui s'apprennent au fil des films qu'on voit tout au long de l'année. Mais c'est aussi important de connaître son public, de connaître Ouais. la vie de l'environnement dans lequel on travaille. Et donc, je pense que toute cette expérience a été très, très importante pour lancer un festival. Mais je n'ai pas de connaissances particulières dans l'animation. En tout cas, j'ai une connaissance de cinéphile, en fait. Donc, de Mhm. voir beaucoup de films. Mais j'avoue que quand on a lancé Animation First, c'était un grand défi, en fait, de se rendre compte d'avoir la perception et de se rendre compte qu'il y a beaucoup de films qui sortent en France. C'est un lieu de création très important. Il y a quand même beaucoup de courts-métrages Ouais. qui circulent dans beaucoup de festivals. Il y a quelques longs films d'animation indépendants en France, mais que c'est quand même un milieu assez vaste, l'animation, Ouais. finalement. Les gens se connaissent quand même beaucoup, donc c'est quand même un petit milieu, mais quand on y ouvre la porte pour la première fois, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en France, donc c'est de rentrer dans ce milieu avec beaucoup d'humilité, de curiosité, tout en sachant que je connais aussi bien le public de l'Alliance française, New York, et à New York, il y a l'animation aux États-Unis plus largement consiste surtout aux gros films de studio Mhm. américains, des très très chouettes films américains à très grand public, mais que finalement le cinéma d'animation du reste du monde est quasi inexistant en fait. Donc les gens ont des repères quand même. Quand les Tripettes de Belleville est sorti il y a déjà maintenant quelques décennies, je crois. Ouais. Ça a été un film qui a été beaucoup vu aux États-Unis, qui a beaucoup marqué les Américains, mais que finalement, voilà, ces films sont assez rares en fait. Et New York étant quand même une ville de cinéphiles, où il y a quand même pas mal de salles à arrêt et essai, alors peut-être pas autant qu'à Paris, c'est sûr, mais il y a quand même une cinéphilie et aussi une industrie de l'animation aussi indépendante. Alors c'est pas les studios Los Angeles, c'est comme le gros de l'animation est Mhm. créé évidemment dans les studios en Californie, mais il y a quand même une cinéphilie, une industrie de l'animation indépendante aussi, beaucoup de créateurs, beaucoup de programmes de formation très très bons à New York. Et c'était de se dire bon bah il y a tout ça qui existe en France et dans les pays francophones. Mais c'est quasiment inconnu à New York. Donc c'était de se dire, bah, il y a, je pense, un public pour ces films. Mhm. Il y a des films et des choses extraordinaires qui sont créées. Pourquoi pas tenter en fait l'expérience de lancer un festival et de voir ce qui va se passer. Et comment ça marche ça d'ailleurs? Parce que
de l'événementiel, c'est toujours quelque chose de très tentaculaire, un petit peu même au niveau logistique, etc. Comment on fait une première édition d'un festival, en fait? Comment ça marche? Alors, une chose quand même qui est très importante, c'est que donc l'Alliance française a d'abord une salle de projection. Donc on a Ouais, vraiment une programmation culturelle toute l'année avec du cinéma tous les mardis, des spectacles. Donc ça veut dire qu'il y a une équipe de programmation, il y a une équipe de production, il il y y a a un une équipe endroit, etc., marketing. quoi. C'est ça, voilà. Il y a une équipe de mécénat aussi, puisque nous ne sommes pas une organisation gouvernementale. Et aux États-Unis, ça veut dire qu'il faut aussi chercher des fonds Ouais, privés. Donc ça, c'est aussi quand même dont qui n'est pas le cœur de la programmation, mais qui est important. L'argent, c'est un peu le nerf en fait ouais, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc il y a déjà une équipe en place. On a aussi des très belles salles polyvalentes aussi. Donc on a une vraie structure qui permettait déjà d'accueillir un festival, une structure en dur et une équipe. Et donc, on s'est un peu dit, et ça, je me souviendrai toujours d'une première réunion qu'on a eue, à l'époque, c'était avec l'attaché audiovisuel de la Villa Albertine. Il y avait aussi un écrivain, Marc Lévy, qui est très proche de l'Alliance française, qui s'intéressait à l'animation. Et en discutant, il y avait aussi une co-curatrice à l'époque, Catherine, et la présidente. Et en discutant, on s'est dit, bah oui, mais donc, si on fait un festival, faut qu'on ait aussi des rencontres, faut que si on ait de la VR, mm, faut que ce soit un vrai festival et vraiment entreprendre toute la structure de FIAF. Donc c'est ce qu'on a lancé. C'était un peu un pari, hein, vraiment. ouais, Parce on avait vraiment jamais fait ça. On a un très beau festival d'art de la scène à l'automne qui existe depuis maintenant, je crois, une quinzaine d'années. Et qui est vraiment de très très haute qualité, de très grande tenue. Mais c'était donc des représentations, 5-6 représentations sur 2 mois. Donc c'était vraiment on proposait quelque chose de vraiment très différent. Et c'est d'y croire en fait. Et je pense que on y croyait tous à l'Alliance française et on a surtout très vite trouvé des partenaires en France qui y croyaient aussi mhm, et qui nous ont aidés soit avec des soutiens financiers comme Magélis à Angoulême et puis Picta Novo à Bordeaux et surtout vraiment, je dois dire, toute la profession, tous les gens qu'on a pu rencontrer au Festival d'Annecy ou ailleurs qui étaient emballés par l'idée de travailler avec nous. Donc des gens qui nous ont suivis depuis le début, je pense à Xavier Kawatopor de la Nef, qui fait un ouais, très bon travail et qui aussi a lancé avec les Canadiens la revue d'animation Bling Black. Des gens comme ça, Christophe Jankovitz aussi, qui avait produit la Tortue Rouge. Donc il y a des gens qui nous ont tout de suite suivis et c'est un milieu, je dois dire, qui est vraiment très chouette et très accueillant et très ouvert et des gens qui nous donnent, qui nous mettent en relation, qui nous donnent les clés, qui nous ouvrent les portes, qui a permis en fait aussi que ce festival réussisse de sa première édition. Donc ouais. on y allait avec beaucoup d'espoir et on a des gens qui nous ont suivis et qui nous aident toujours en fait, qui sont vraiment très proches du festival. C'est un petit peu, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je crois que c'est des ingrédients en fait qui ont permis de lancer un festival et de faire en sorte qu'il réussisse. Oui, c'est ça, bah, c'était un peu ce que je me demandais justement. Et une fois que la première édition est passée, j'imagine un premier palier est validé en quelque sorte. Et ensuite, les autres s'enchaînent peut-être relativement plus sereinement. Mais justement, je me demande comment est-ce que c'est, Mhm. dans ton travail en particulier, comment est-ce que les films sont choisis? Est-ce que tu te déplaces beaucoup pour aller en festival un peu partout? Est-ce que tu rencontres même les réalisateurs, réalisatrices elles-mêmes voilà, qui montrent leur intérêt aussi pour venir dans tel et tel endroit? Comment ça fonctionne là-dessus? Oui, donc c'est vrai que quand on a un premier palier, on avait une très belle première édition. Je crois qu'on n'imaginait pas, nous-mêmes, nous avons été très surpris par les résultats. Donc ça nous a un peu porté, vraiment porté, même beaucoup, parce que Michael Dudok de Vic est venu, son film était sorti, il avait fait une très belle sortie aux États-Unis, mais on avait une salle comble. On avait quelques invités comme ça qui aussi nous ont aidés aussi dans la suite. Je pense vraiment, Michael, quand vous parlez de réalisateur, mais c'est un très bon ami du festival et il nous a vraiment, voilà, il a toujours été là pour dire aux gens, mais vraiment, soutenez, faites venir des films, faites venir des réalisateurs. Et donc, ça a vraiment ouvert des portes importantes. De mon côté, comme je programme aussi sur l'année, j'ai pas l'occasion d'aller en tant au festival que ça. Mhm. Je vais à Annecy.
Donc ça, c'est un moment très fort, à la fois pour là, on a presque besoin de se cloner quand on va ici, parce que Oui, c'est à la fois pour regarder des films, le maximum de films, pour rencontrer des producteurs et des réalisateurs. Donc, des gens avec qui on est devenu proches, Laurent Cadabien, Florence Mial, tous ces gens qui nous ont fait confiance. Et pour la programmation, alors il y a beaucoup de films, il y a pas tant de longs métrages que ça. Donc, on a souvent des coups de cœur et de se dire que c'est des films qu'on a envie de montrer, qui ne sont pas forcément des films évidents au très grand public, mhm, mais qui vaut le coup de défendre et de donner, de montrer au public américain. Donc, on part de ça. Je parle aussi sur des propositions qui sont plutôt art et essai aussi, en sachant que les films plus commerciaux ont moins besoin de nous, oui. certainement, parce que de toute manière, pas automatiquement, mais ils trouvent quand même un public sur les plateformes, voilà. Et puis après, il y a des coups de cœur et des choix qu'on fait, mais après, c'est pas toujours, c'est jamais complètement acquis, je dois dire. Mhm. Là, les choses changent quand même un petit peu. Je crois que cette année, on s'est rendu compte qu'on a passé un cap, c'est-à-dire que les gens maintenant pensent plus facilement, pas forcément automatiquement, en tout cas plus facilement à nous pour montrer leurs films, inclus les distributeurs américains. Donc, on Ouais. travaille beaucoup avec J-Kids, qui est vraiment la référence et qui fait un travail formidable pour le cinéma d'animation. Cette année, ils vont sortir Mars Express et Sirocco, quand même, donc Ouais. deux gros films. Donc c'est devenu un peu plus facile, mais après, il faut constamment voilà, convaincre les gens que ça vaut le coup d'avoir une projection à New York. Ce qu'on aimerait, on souhaiterait après, c'est que ça. Mais après, bon, il y a aussi la compétition, donc il y a quand même quelques films qui vont sortir. Il y a un ou deux festivals aussi qui existent, qui aussi sont à New York, donc ils sont aussi des festivals qui existent depuis longtemps. Je pense à Tribeca. Quelquefois, on a du mal à voir des courts-métrages parce qu'ils visent plutôt Tribeca qui est au mois de juin. On a aussi Mhm. un très très bon festival plus international pour les enfants, par contre. Ouais. Donc eux aussi s'intéressent au cinéma d'animation français. Ils sont aussi assez connus en France. Ils font un travail de qualité. Donc on n'est pas non plus, voilà, on a quand même des obstacles, des défis. Ce qui est pas mal du coup, parce que c'est intéressant. Ça permet de pas non plus se dire que tout nous est acquis. Il faut aussi Mhm. pouvoir Ouais. défendre aussi le festival et dans une prochaine étape, on espère aussi, donc ça c'est nous, on a une exposition à New York, mais il y a aussi le reste des États-Unis. Et j'espère que dans les années prochaines, on pourra aussi aider à faire en sorte que ces films soient vus dans d'autres salles aux États-Unis en organisant des tournées de films. Mhm. Voilà, pour renforcer aussi et renforcer le dispositif et aussi permettre au public de par les États-Unis de découvrir ces films parce que finalement, il y en a assez peu qui sont distribués. Pour l'instant, il y en a que Ouais. deux. Il y a que Sirocco et Mars Express. Bah, c'est ce que j'avais demandé justement de à quel point les longs métrages dans la sélection sont peut-être invisibles ailleurs, quasiment quoi. Mhm. Quasiment, oui, oui, parce que là, on a quelques très très bons films. Il y a La Grotte Sacrée, le film camerounais, Mhm. qui était ainsi en compétition. Il y a Adam change lentement, le très beau film québécois. Ouais. Qui n'a pas encore de distributeur. Il y a aussi La Sirène aussi, un très très joli film de Sépidé Farsi. Et et Nina et le Hérisson aussi qui était en première à Annecy. Donc ça, c'est des films qui j'espère trouveront aussi une distribution aux États-Unis. Et Oui, ça peut sinon, en prendre tout vachement de temps, on se cas, rend pas compte oui. de la différence qu'il peut y avoir entre la sortie française et ensuite toutes les négociations en Europe, ailleurs et tout ça. Ça peut faire des sorties Oui, décalées de quelques mois, voire un an des fois. Mhm. absolument, oui, oui. Je crois que Mars Express et Sirocco sortent au printemps normalement. Donc il y a Ok, effectivement un décalage important. Oui, oui, oui. ouais. Ouais. Et donc, par rapport au court-métrage davantage, est-ce que il y a, parce que je sais qu'il y a énormément de courts-métrages qui se font partout tout le temps, est-ce que les résultats de certains autres festivals peuvent mettre en avant un petit peu des courts-métrages qui sont intéressants pour ce festival-là? Enfin, comment on déniche en fait les Mhm. courts-métrages qui sont parfois un peu discrets s'ils font pas beaucoup de festivals ou quoi? Absolument, oui, oui, oui. Oui, oui, c'est une bonne question parce que souvent, et c'est même dans le cinéma, je dirais même le cinéma plus généralement, évidemment, les programmateurs, souvent, ils vont dans, voilà, il y a quand même, on essaye d'aller dans le maximum de festivals et effectivement, on repère souvent les films qui sont en festival.
Annecy montre beaucoup de courts-métrages, donc là, il y a beaucoup de choix. Mais ce qui me semble important, mais pas toujours facile à réaliser, c'est aussi d'aller au dehors des festivals et vraiment de contacter d'autres programmateurs, d'être à l'écoute de gens qui voient les films en dehors des circuits des festivals, de contacter les boîtes de production, les vendeurs, donc des gens comme Millon autour de Minuit qui ont des très beaux catalogues. Il y a aussi un distributeur en Suisse avec lequel on travaille, les Canadiens aussi. Donc vraiment de plus possible aussi de demander des films et de regarder des films qu'on a pu louper en festival évidemment, mais qui ont été effectivement moins en festival et on a envie de voir aussi. Donc de pas juste s'appuyer sur les grands festivals qui sont quand même prescripteurs, hein, évidemment, mais d'aller chercher aussi ailleurs. Et ça, c'est très important, mais c'est ce qui demande quand même pas mal de temps, en fait. Oui. Donc, on essaye, je dirais en particulier pour le cinéma francophone, de vraiment aller se rapprocher des pays, des vendeurs, quelquefois c'est des organismes gouvernementaux, le Bureau suisse du film, voilà, pour vraiment aussi s'assurer qu'on voit le maximum de films pour avoir un éventail plus large. Et c'est très important et on se rend compte qu'évidemment ça prend du temps, donc c'est pouvoir le dégager du temps. Et pour ces films, alors pour les courts-métrages, on travaille aussi avec un réalisateur américain qui programme les séries de courts-métrages avec nous. Donc les deux programmes de New Francophone Shorts, Oui. parce qu'il me paraissait important avec ma collègue Chloé II, qui programme le festival avec moi, de s'attacher aussi d'autres regards. Pour regarder les films avec nous et les choisir ensemble. C'est pas forcément un regard américain, mais un regard autre que nous, que le nôtre Oui. aussi. Voilà. Et lui aussi, il va dans des festivals, il va à Ottawa, notamment, il va aussi à Annecy, et il s'intéresse d'ailleurs particulièrement au court-métrage. Son nom est Michael Enright. Il est cinéaste, programmateur, il enseigne aussi à Pratt Institute. Et il aime en particulier le court-métrage, donc à Annecy, il en voit aussi beaucoup. Donc, Oui. à nous trois, on arrive à en trouver déjà pas mal et en discuter, les sélectionner ensemble. Et justement, tu parlais du temps que ça prend. Combien de temps à l'avance ça se prépare une semaine comme ça de festival? Parce qu'au moment où on tourne, c'est demain, et donc au moment où ça sort, c'est encore dans la semaine du festival. Comment ça marche en fait? C'est vraiment sur toute l'année, on va dénicher des choses, on va faire des listes de possibilités, avoir des contacts, etc. Et à partir de quand on dit, ok, tout est validé, et ensuite on prépare l'événement en lui-même? Alors, on regarde effectivement très en amont. On est maintenant au courant à peu près de beaucoup de projets qui sont en développement ou en production. Oui. On a la chance aussi d'avoir une petite section, enfin, c'est deux ou trois événements First Look. Donc, c'est des films qui sont en production. Donc là, on a Eugène et Alain n'est pas obligé. Donc, on suit quand même de façon assez proche certains projets. On les invite en amont. Ce qui est plutôt pas mal aussi pour tisser des liens et voir un petit peu l'évolution des projets. On en voit aussi beaucoup à Annecy, donc du coup, évidemment, les longs-métrages qui sont en compétition, hors compétition, et puis les événements Work in Progress aussi d'Annecy. Et on finit, on fait le gros de la programmation entre juin et septembre. Oui. On essaie de faire de sélectionner les courts-métrages l'été et en septembre. Et on arrête la programmation. L'idéal, ce serait d'arrêter en fin septembre, début octobre. Généralement, on attend encore des réponses de long métrage. Oui. Donc ça, c'est un petit peu le moment où voilà, il y a quelques gros films qu'on aimerait vraiment avoir et on est en négociation où il faut attendre parce que eux-mêmes, ils sont en négociation avec des distributeurs américains ou des plateformes, donc ils sont pas tout à fait prêts à nous donner le film. Je me souviens qu'une année, c'était pour le film de Rémi Chaillet, Calamity Jane. Oui. Je crois ils étaient l'agent de vente en France était en négociation avec un distributeur américain, mais je crois qu'on l'a su le 2 janvier. Je crois que le festival était début février. Donc c'était vraiment une réponse très, très en retard. C'est toujours un peu stressant dans ces cas-là. Mais on essaye de finir en octobre. Après, on a une section VR aussi qu'on finit un peu plus tard. Et parce qu'on veut vraiment pouvoir tout lancer en début décembre.
En sachant qu'après, évidemment, un gros travail, une fois qu'on a sélectionné le film, il y a un gros travail de mise en place des outils de communication, des brochures, du site web. Ça prend un petit peu de temps aussi de Mm. réfléchir un peu comment on va pitcher le festival, certains films. Et aussi parce qu'on veut lancer tout début décembre, parce que la saison de fin décembre est très occupée au New York. Les gens ont vraiment ne pensent qu'aux fêtes. Ouais. Donc c'est un spectacle de fête. Donc il y a et après début janvier c'est un peu trop tard. Et après nous, en plus on a besoin aussi au mieux du possible de pouvoir lancer avant que Sundance fasse ses Mm. premières annonces, parce que eux aussi ils ont vraiment ils accaparent toute la presse en fait. Ouais. C'est Donc vrai c'est il on y n'a a pas aussi. parlé de ce côté-là, le côté parce que là on parle de faire l'événement, etc. Mais le côté communication, il faut des articles, ben, des vidéos comme on le fait là et tout. Donc ça, c'est aussi une grosse partie de faire en sorte que les gens viennent en fait finalement. Et d'ailleurs, est-ce que Mhm. comment dire? C'est peut-être une question un peu subsidiaire qu'on peut voir après, mais à quel point aussi on peut participer en ligne en quelque sorte? Est-ce qu'il y a une sorte de passe en ligne ou des choses comme ça? Voilà, c'est juste une petite question annexe, mais Oui, oui, voilà. oui. Oui, oui, non, la communication est importante et New York, il y a beaucoup de choses qui se passent à New York, hein, Ouais. donc c'est pour dégager, surtout quand on est un jeune festival, pour que voilà la presse s'intéresse un peu à ce qu'on fait. C'est un gros travail en amont aussi, d'où le besoin aussi de pouvoir lancer pour que les gens qui s'occupent de la presse puissent vraiment taper à toutes les portes et montrer un peu tout le vaste programme qu'on propose et vraiment les intéresser sur certains points en particulier, que ce soit des films pour les plus jeunes publics ou le court-métrage, voilà. Donc c'est toujours donc ça demande effectivement pas mal de temps dans une ville où il se passe beaucoup de choses. Mm. Voilà. Et même des festivals comme Sundance qui accaparent. Alors là, c'est plutôt la presse professionnelle pour Sundance, et c'est dans l'Utah. Donc le public ne va pas forcément à Sundance. Mais Ouais. la presse, par contre, est très mobilisée sur Sundance. Et même, il me semble que même le New York Times aussi, il y a quand même pas mal d'articles sur Sundance qui se passent maintenant en ce moment. Donc il faut toujours un peu jongler un peu tout ça et être assez stratégique. Mhm. Et pour la partie en ligne, alors on a une partie en ligne, mais qui consiste en des films étudiants de la compétition. On a aussi une compétition de films étudiants franco-américaine, Ouais. très chouette, qui ont travaillé avec 4 écoles aux États-Unis et 4 écoles en France. Donc en France, c'est l'EMCA, Rubica, l'École des Nouvelles Images à Avignon et les Gobelins. Et on en a 4 aussi aux États-Unis. Et donc, c'est à la fois des films d'étudiants, des films de fin d'année étudiants de l'année dernière. Donc, il y en a 5 par école dans les 2 pays. Et donc, on a aussi un jury d'étudiants français qui choisit le meilleur film américain et vice-versa. Donc, c'est un Ouais. très bon moment d'échange en Zoom. On le fait en Zoom, évidemment, parce qu'ils sont tous sur des fuseaux horaires différents. Et donc, ces films sont disponibles en ligne Mhm. pour permettre aux étudiants de partout en France et aux États-Unis de les voir. Donc Ok. ça démarre juste après le festival, ça démarre le 29 janvier jusqu'au 12 février. Voilà. Et ça, c'est D'accord. un très bon moment. Malheureusement, pour l'instant, on peut pas faire beaucoup plus parce que, alors pendant le Covid, on a fait une très belle édition 2021 en ligne, parce qu'évidemment, toutes les salles étaient fermées, Ouais. donc les ayants droit étaient très heureux qu'on puisse montrer les films en ligne. Et quand les cinémas ont rouvert, en fait, ils donnent la priorité est à la salle, ce qui est tout à fait normal et heureusement. Donc du coup, c'est plus difficile d'obtenir les droits en ligne. Mm. Et de notre côté, c'était important pour nous, on défend le cinéma en salle, donc c'était important pour nous aussi de faire revenir les gens en salle. C'était même Ouais. essentiel en fait, vraiment. Et après, c'est une question de ressources, hein. Si on avait beaucoup plus de ressources, on aurait peut-être tâché de faire les deux, mais voilà, le plus important, c'était de faire venir les gens en salle. Oui, c'est ça, ça arrivera peut-être dans les années futures ou quoi, ça je me fais pas de soucis Peut-être, oui, oui, oui. là-dessus. Ouais. Et plus au niveau, on va dire, personnel dans le quotidien, etc. Comment est-ce que tu vis le truc? Est-ce que c'est beaucoup de pression en amont? Est-ce que c'est beaucoup de pression juste avant que ça commence, justement là maintenant? Est-ce que c'est énormément de choses à gérer mentalement et qu'on... Est-ce que tu réussis à organiser, à diviser tous ces trucs-là, quoi? Oui, oui, bah, oui, on arrive plutôt bien. Comme je disais, je sélectionne avec Chloé 2. On s'occupe beaucoup de la production, surtout elle. Vraiment,
beaucoup de détails de logistique, voilà, qui va du micro, de s'asseoir qu'une conférence est bien enregistrée, que Mm. le film est bien arrivé. Enfin, c'est vraiment beaucoup de détails, évidemment, de s'assurer que les billets d'avion soient pris à temps, que Ouais. les gens arrivent à temps, voilà. Donc, mais on a vraiment, encore une fois, une très bonne équipe à faire. Donc là, il n'y a pas de problème. Le stress, oui, parce que le stress, je dirais, en plus cette année, on a agrandi le festival et on a quelques nouvelles initiatives. Donc, au lieu de commencer le vendredi soir, on commence donc le mardi. Mm. Donc, ça fait quand même 3 soirées en plus. Donc, c'est pas grand-chose, 3 soirées en même temps. C'est quand même un défi, hein, c'est sûr. Donc, c'est plutôt de se dire, est-ce que les gens vont vraiment venir? C'est de se dire, voilà, est-ce qu'on va réussir ce tournant important du festival? Euh, est-ce qu'on et les gens aussi de plus en plus achètent quand même leurs billets. C'est toujours été vrai pour le cinéma, mais un peu au dernier moment. Oui. Donc c'est toujours de se dire est-ce que les gens vont venir en fait le jour J. Là, il se trouve on a plutôt les gens se sont mobilisés, les gens vont venir. On a déjà des salles, quelques salles pratiquement pleines. Donc ça va, mais je crois que c'est surtout là le stress, c'est de s'assurer que voilà que c'est une grosse charge de travail en plus, Mm. de se dire qu'on a besoin aussi de dégager un peu de temps pour programmer les prochaines saisons, pour aussi assurer les cycles qui sont à venir, mais qui sont aussi en ce moment. Là, on a fait tout un cycle sur Jane Birkin, donc on a quand même aussi des films toutes les semaines. Voilà, il faut qu'on soit aussi attentif et surtout préparer les prochaines saisons. Oui. Mais oui, oui, c'est sûr, c'est du stress. Mais bon, après, quand on a vraiment, encore une fois, une très bonne équipe en place, on sait qu'on est tous solidaires et qu'on est tous aussi très excités du festival. Voilà, les premiers, Benjamin Perrin vient d'arriver. Et voilà, il est très content d'être là. C'est avec la première de Mars Express demain. Donc, Jérémy Perrin, du coup, je pense, ouais. Jérémy Perrin, pardon, oui. Ok. Oui, voilà. Pas de souci. Il vient d'arriver, il est arrivé hier. Donc, voilà, les autres, il y en a plusieurs qui arrivent demain aussi. Joël Vaudreuil, le réalisateur de Adam change lentement, arrive demain. Donc, voilà, je pense que maintenant, on est lancé. Après, quand on est au cœur de l'action, généralement, tout va bien je trouve que vraiment, au niveau public et retour, c'est toujours un très bon moment. Je crois peut-être c'est ce qui est plus excitant, en fait, c'est quand le festival se passe bien et que les gens sont Ouais. là. Et c'est sûr, bon, bah, ça, c'est vraiment le plus important. Mais du coup, il y a une espèce d'exalération. On est super contents, on est tous fiers, on est tous, voilà, on est pris on est pris un peu dans tout le maelstrom du festival, on court partout, mais bon, jusqu'à maintenant, c'est toujours bien passé. C'est plutôt, je pense que ça va bien se passer aussi cette fois-ci. Donc, je crois que là, on arrive un peu où on est des derniers détails à régler. Mm. Voilà. Mais on sait on a une bonne soirée qui s'annonce demain. C'est déjà, on est plein. Donc, demain soir. Donc, voilà, tout va bien et on peut être heureux. Ouais. Et tu disais qu'il y avait des nouvelles choses qui étaient ajoutées cette année, donc il y avait un côté un peu de nouveauté, même niveau organisation. C'est quoi Oui. ces nouvelles choses? Qu'est-ce qui diffère par rapport à avant? Alors, en plus d'avoir allongé le festival sur 3 jours, on a aussi lancé une compétition pour les New Francophone Shorts. Donc, c'est des Mhm. nouveaux courts-métrages francophones. Parce qu'on s'était dit que ce serait chouette d'avoir un prix décerné par un jury professionnel américain pour tous ces films francophones, de pouvoir un peu avoir un regard et voilà, être épaulé par la profession américaine. Donc, on a un jury qu'on a établi qui consiste en une réalisatrice américaine qui a déjà fait beaucoup de films, qui s'appelle Candy Kugel, qui habite à New York. Un artiste illustrateur, Marcos Chin, qui est aussi new-yorkais, et le programmateur et chargé de l'animation de la Cinémathèque québécoise, qui est Marco Debrois. Mhm. Donc on est très contents, ils arrivent tous demain, c'est eux qui vont choisir le meilleur film, donc ça c'est une nouvelle initiative. Et puis cette année, on a demandé à un artiste de concevoir l'affiche du festival. Et cette année, on a la chance de travailler avec un artiste américain qui s'appelle Peter DeSerre, Mhm. qui a créé beaucoup de caractères pour des gros films américains, Ouais. L'âge de et glace, qui est aussi notamment. lui-même ouais, qui est aussi illustrateur et que les gens à New York souvent connaissent parce qu'il a conçu pas mal de couvertures pour le magazine Le New Mm. Yorker. Et il a créé une très belle affiche pour le festival.
Voilà. Et puis cette année aussi, on a décidé aussi de mieux mettre en valeur la francophonie. On a un focus sur l'animation québécoise. Donc on a le long métrage de Joël Vaudreuil et on a 2 programmes de court métrage, un de la Cinémathèque québécoise et un de l'ONF. Voilà. Et puis on a aussi une réalisatrice, Janelle Perlman, qui est réalisatrice basée à Montréal, qui va présenter aussi ses films ce week-end. Donc ça on est vraiment très heureux de ce nouveau focus, parce que la mission de l'Alliance française, c'est de défendre la langue française, mais aussi de mettre en valeur les cultures des pays francophones. Et donc, cette édition élargie du festival nous permet vraiment de mettre ça en pratique davantage Animation First. Ouais. Oui, parce que là, ça va être parti pour quasiment toute une semaine et tout. Ça va être assez intense, j'imagine. J'espère que tout va bien se passer, tout ça. J'espère aussi pouvoir venir peut-être un de ces jours. Hein, pourquoi pas faire un petit déplacement là-bas. Absolument, oui. Voilà. Ouais. Je sais pas s'il y a... Ah, pardon, vas-y. Non, c'est vrai que c'est assez intense, que là, on va avoir des projections tous les soirs. On a aussi une collaboration très chouette le mardi. Je le dis parce que je pense que ça intéressera certainement le public français. C'est qu'on a une collaboration avec un collectif qui s'appelle Animation Speakeasy, qui rassemble tous les mois à peu près 150 personnes dans un bar à Brooklyn, avec des invités qui présentent des films qui les a inspirés. Donc pas forcément des films, pas du tout même des films qu'ils ont fait eux-mêmes. Et c'est une très très belle rencontre. Donc ça se passe dans un bar et on recrée un de ces événements pendant le festival jeudi soir. Et puis après il y a beaucoup en même temps, voilà, c'est un festival où on a plusieurs salles du coup, donc on a aussi, pendant que les films ont lieu dans notre salle de cinéma, on a aussi pas mal de conversations et puis une section VR. Donc c'est un moment assez intense et j'espère, Benjamin, oui, que tu pourras venir. Ouais, j'espère aussi. Hein. C'est une belle expérience. Personnellement, j'ai beaucoup programmé parce que je l'ai pas dit d'ailleurs, mais je crois que ce qui est fantastique dans la programmation, c'est faire découvrir des films et des artistes à un public, et le moment de la rencontre avec le film ou l'artiste et le public est toujours très gratifiant. Donc ça, je dois dire que malgré tout le stress, les détails de production, de logistique, le marketing, la promotion, je pense que c'est une des choses qui est vraiment très gratifiante, c'est quand les gens sont là et découvrent des nouveaux films, des nouveaux talents. Et voilà, on sait qu'on a fait notre travail, mais c'est à titre personnel très très gratifiant. Et je veux dire qu'un festival, c'est particulièrement intéressant pour ça en fait. C'est de pouvoir se dire, voilà, on a ces films qui nous intéressent, il y a ces gens qui veulent venir, il y a ces films qu'on pourra pas avoir, comment on peut agencer tout ce long week-end pour faire en sorte que ça fonctionne et que les gens à la fois puissent y trouver leur compte. En fait, devenir un festival, c'est plus que devenir une projection. On espère, c'est qu'ils puissent rester pour un autre film ou une autre discussion. Donc ça, c'est vraiment le moment très gratifiant d'un programmateur, et ce qui fait le métier très intéressant en fait. Voilà, je pourrais finir là-dessus. Bah écoute, c'était vraiment super super intéressant. Je mettrai des liens vers les informations sur le festival. Si jamais des gens sont dans le coin, peut-être qu'il y a moyen d'y aller, puisque ça sort pendant que le festival est en cours. Et puis voilà, au plaisir de rediscuter peut-être d'autres choses un jour, de se croiser en Bien festival, sûr, ouais. quoi, avec plaisir. Ouais. Bien sûr, et bravo pour ce podcast. Hein, je ne connaissais pas, c'est très chouette. Il y a très très bons invités, c'est très chouette. Ah, merci beaucoup.